Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose que la plupart des thérapeutes n'osent pas formuler aussi clairement. Quelque chose qui risque de bousculer une ou deux croyances bien installées chez vous, et tant mieux. Le silence de quelqu'un qui vous a aimé, ce silence-là n'est pas un mystère insondable. C'est un message. Et ce message, une fois que vous l'avez compris, change tout. Pas un peu, tout. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vous promets une chose, vous n'allez pas repartir les mains vides. Avant qu'on commence, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu ça, cette attente absurde d'un message qui ne vient pas, de quelqu'un qui était là hier et qui aujourd'hui semble avoir disparu de la surface de la Terre. Écrivez simplement oui, je connais ou racontez-moi. Et si cette vidéo vous parle, abonnez-vous maintenant parce que ce que je partage ici, c'est le fruit de 30 ans de clinique, de milliers d'heures en cabinet et d'une conviction ferme. On peut aimer mieux. On peut souffrir moins. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre ce qui se passe vraiment. Allons-y. Il y a quelques années, une femme est entrée dans mon cabinet. Appelons-la Claire. 52 ans, directrice de projet dans une grande entreprise, 2 enfants adultes, une vie bien construite de l'extérieur. Elle s'est assise, elle a posé son sac et avant même que j'ai eu le temps de prononcer un seul mot, elle m'a dit « Il ne répond plus à mes messages ». On était ensemble depuis 10 à 8 mois et il a disparu. Puis, après une pause, je dois avoir fait quelque chose de grave. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle ne savait pas, elle cherchait, elle retournait chaque conversation dans sa tête, cherchait la fausse note, l'erreur fatale. Elle avait relu tous leurs échanges, 2 fois, 3 fois, à 4 heures du matin, parfois. Voilà ce que le silence fait à un être humain qui a aimé, il le transforme en détective de sa propre culpabilité. Et c'est là que tout commence à dérailler, parce que la question que Claire se posait, qu'est-ce que j'ai fait, était la mauvaise question. C'était pas un problème de comportement, c'était un problème de sens. Et le sens du silence, personne ne lui avait jamais appris à le lire. Commençons par poser les bases, parce que j'ai horreur des raccourcis émotionnels. Le silence après une relation, qu'il soit soudain ou progressif, qu'il vienne d'un ex-partenaire, d'un ami proche ou même d'un membre de la famille, ce silence n'est jamais neutre. C'est ça, la première vérité. Le silence est un langage, pas le plus élégant, pas le plus courageux, mais un langage quand même. En thérapie cognitive, on parle de comportement d'évitement. C'est exactement ce qu'est le silence dans la majorité des cas, une manière d'éviter quelque chose. Quoi? Plusieurs choses possibles et je vais vous les détailler une par une, non pas pour vous donner des excuses à distribuer à ceux qui vous ont fait souffrir, mais pour que vous puissiez sortir de la spirale de l'interprétation douloureuse. Premier scénario, et il est plus fréquent qu'on ne le pense, le silence comme incapacité émotionnelle. Certaines personnes n'ont tout simplement pas les outils pour gérer une rupture, une distance ou une transition relationnelle. Elles n'ont pas été éduquées à ça. Leur famille ne leur a jamais montré comment dire « je me retire avec dignité ». Alors elles disparaissent. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la maladresse émotionnelle érigée en système. Ça ne rend pas leur comportement acceptable. Non, je n'excuse rien, mais ça le rend compréhensible. Et la compréhension, c'est le premier pas vers la liberté intérieure. Deuxième scénario, le silence comme autoprotection. Il y a des gens qui ont peur de vous. Pas de vous en tant que personne, mais de ce que vous représentez, l'intensité, la profondeur, l'engagement. Ils ont aimé, oui. Mais cet amour leur a fait peur. Alors ils ont fermé la porte, pas avec violence, juste avec discrétion, la discrétion du lâche. Si vous me permettez cette formulation un peu directe, troisième scénario, et celui-là, on n'en parle jamais assez, le silence comme message sur eux, pas sur vous. Quand quelqu'un disparaît sans explication, la tentation immédiate est de se dire « je ne valais pas une explication », mais pensez-y autrement. Ce silence révèle qui est cette personne, sa capacité ou son incapacité à l'honnêteté relationnelle, son rapport à l'autre, sa maturité émotionnelle. Le silence
c'est leur portrait, pas le vôtre. Est-ce que vous voyez la différence? Elle est énorme. Maintenant, parlons de ce qui se passe dans votre cerveau pendant ce silence. Parce que la neurobiologie, ici, est fascinante et cruelle en même temps. Quand vous attendez un message, un signe, n'importe quoi votre système dopaminergique est en surchauffe. La dopamine, c'est le neurotransmetteur de l'anticipation, de la récompense attendue, et voilà le piège. Votre cerveau réagit plus intensément à une récompense incertaine qu'à une récompense certaine. C'est ce qu'on appelle le renforcement à ratio variable, le même mécanisme qui rend les machines à sous-addictives. Vous attendez, vous espérez, et cette attente elle-même devient une drogue, pas métaphoriquement, littéralement. Les études en neurosciences l'ont confirmé, l'amour incertain active les mêmes circuits que la dépendance à certaines substances. Voilà pourquoi on ne passe pas à autre chose aussi facilement qu'on le voudrait. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de chimie cérébrale. Et je trouve important de le dire parce que trop de femmes se jugent je suis faible, je devrais être passée à autre chose depuis longtemps. C'est ridicule à mon âge alors qu'en réalité elles sont simplement humaines, biologiquement, neurologically humaines. La bonne nouvelle, la neuroplasticité existe. Votre cerveau peut créer de nouveaux circuits, il peut apprendre à ne plus attendre la récompense incertaine, il peut réorienter l'attention. Mais pour ça, il faut comprendre le mécanisme. Et surtout, ça, c'est la clé, il faut arrêter d'alimenter l'attente. Chaque fois que vous vérifiez si cette personne a vu votre message, chaque fois que vous regardez sa dernière connexion, chaque fois que vous repassez le fil de votre relation dans votre tête, en cherchant la scène que vous auriez dû jouer différemment, vous rechargez le circuit, vous injectez de la dopamine dans un circuit qui devrait s'éteindre. C'est contre-productif. Je sais que c'est difficile à entendre. Mais le vrai acte de soin envers vous-même, c'est de couper l'alimentation. Permettez-moi de revenir à Claire. Lors de notre 3e séance, je lui ai posé une question simple. Qu'est-ce que le silence de cet homme vous dit sur l'amour que vous méritez? Elle a mis du temps à répondre, puis elle a dit quelque chose de remarquable. Il me dit que je mérite mieux. Ce n'était pas moi qui lui avais soufflé cette réponse. C'était elle. Quelque part en elle, la réponse était déjà là. Elle attendait simplement d'être interrogée. Voici quelque chose que j'observe depuis 30 ans de thérapie. Les femmes qui souffrent le plus du silence ne souffrent pas tant de l'absence de l'autre que de l'absence de sens. Le silence en soi est supportable, ce qui est insupportable, c'est le vide de signification. Pourquoi? C'est la question qui déchire. Et quand la réponse ne vient pas de l'extérieur, on la fabrique de l'intérieur. Et cette fabrication-là est presque toujours auto-punitive. Il est parti parce que je suis trop intense. Il ne répond plus parce que je ne suis pas assez bien. Elle a pris ses distances parce que j'avais trop besoin d'elle. Vous reconnaissez ce processus? C'est un biais cognitif classique que j'appelle la personnalisation douloureuse. On s'attribue la responsabilité d'événements qui n'ont en réalité que peu à voir avec nous. C'est un héritage, souvent, une façon de penser apprise très tôt dans l'enfance pour tenter de contrôler un environnement imprévisible. Si c'est de ma faute, alors peut être que je peux tout arranger. C'est la logique perverse de la culpabilisation de soi, elle donne une illusion de pouvoir. Mais voilà la vérité crue. Vous n'avez pas le pouvoir de forcer quelqu'un à communiquer. Vous n'avez pas le pouvoir de transformer quelqu'un qui fuit en quelqu'un qui reste. Et chercher ce pouvoir-là est non seulement épuisant, c'est aussi une perte de temps phénoménale. Le pouvoir que vous avez, en revanche, est beaucoup plus intéressant. Vous avez le pouvoir de décider comment vous allez interpréter ce silence. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous allez en faire. Vous avez le pouvoir de décider si cette personne mérite de continuer à occuper autant d'espace dans votre tête, parce que pendant qu'elle occupe cet espace, elle ne paye pas de loyer. Et ça, c'est inacceptable. Laissez-moi vous parler d'un autre patient. Appelons-le Serge. Oui,
ça m'arrive aussi, des hommes dans mon cabinet, ne soyons pas surpris. 60 ans, retraité récent, divorcé depuis 5 ans, il avait rencontré une femme extraordinaire, me disait-il. Ils avaient partagé 8 mois de quelque chose qu'il décrivait comme lumineux. Et puis, progressivement, elle avait commencé à répondre moins vite. Les rencontres s'étaient espacées jusqu'au silence presque total. Ce que Serge faisait, consciemment ou non, c'était d'attribuer ce changement au fait qu'il vieillissait mal, qu'il était moins intéressant qu'avant. Il avait construit toute une narrative autour de son déclassement personnel, brillant, non, brillant dans le sens où le cerveau humain est capable d'architecture de souffrance absolument remarquable. Quand je lui ai demandé s'il avait posé directement la question à cette femme, il m'a regardé comme si je venais de lui proposer de sauter d'un avion sans parachute. Non, il n'avait pas posé la question, parce qu'il avait peur de la réponse, et cette peur-là, je la retrouve chez presque tous mes patients confrontés au silence. On préfère l'incertitude douloureuse à la certitude potentiellement dévastatrice. C'est une stratégie de survie à court terme. À long terme, c'est un piège. Parce que l'incertitude maintient l'espoir. Et l'espoir, quand il n'est pas nourri de réalité, devient toxique. Il vous empêche de faire le deuil. Il vous empêche de vous réinvestir ailleurs. Il vous maintient dans une salle d'attente dont la porte ne s'ouvrira jamais. Maintenant, question directe, est-ce que quelqu'un qui vous a vraiment aimé peut disparaître sans un mot? Oui, ça arrive. Et ce oui est important parce qu'il démantèle une croyance romantique tenace, celle qui dit qu'un amour vrai se traduit toujours par des comportements dignes et courageux. L'amour est une émotion, parfois profonde, sincère, réelle, mais les émotions n'automatisent pas la maturité émotionnelle. Quelqu'un peut vous avoir aimé profondément, honnêtement, et ne pas avoir les ressources pour vous dire au revoir correctement. Ces deux choses coexistent. Ce n'est pas cohérent. Mais les êtres humains ne sont pas des systèmes cohérents. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Le silence ne nie pas l'amour passé. Il questionne la capacité présente de l'autre à honorer ce qu'il y a eu entre vous. Ce sont deux réalités distinctes. Et les séparer analytiquement, dans votre tête, est un acte de libération. Quand vous cessez de dire « il m'a fait ça parce qu'il ne m'a jamais vraiment aimé » et que vous commencez à dire « il m'a aimé comme il en était capable » et sa capacité avait des limites, quelque chose se déplace. La douleur ne disparaît pas, je ne suis pas là pour vous vendre une guérison miracle, mais elle change de nature, elle perd son caractère accusatoire envers vous. Permettez-moi d'introduire ici un concept que j'aime beaucoup, la théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et enrichie depuis par des décennies de recherche. Les styles d'attachement sécures, anxieux, évitants, désorganisés se forment dans les premières années de vie et influencent profondément nos comportements relationnels à l'âge adulte. Pas de manière déterministe, encore une fois, la neuroplasticité, mais de manière significative. Une personne avec un style d'attachement évitant a appris très tôt que l'intimité était dangereuse, que se montrer vulnérable était risqué, que le meilleur moyen de ne pas être blessé était de ne pas s'attacher ou de fuir quand l'attachement devenait trop intense. Ces personnes-là ne disparaissent pas par malveillance. Elles disparaissent par réflexe défensif. Est-ce que ça rend leur comportement moins douloureux pour vous? Non. Est-ce que ça aide à l'expliquer? Oui. Et l'explication, encore une fois, est une porte vers la liberté. À l'inverse, quelqu'un avec un attachement anxieux peut être vous, peut être pas, soyons honnêtes, va vivre le silence comme une confirmation de sa peur fondamentale. Je vais être abandonné. Chaque message non répondu devient une preuve. Chaque silence devient une prophétie qui s'auto-réalise. Et dans cet état d'alerte permanent, on fait parfois des choses qui accélèrent exactement ce qu'on redoute. On insiste, on relance,
On demande des explications que l'autre n'est pas prêt à donner, et l'autre recule davantage. C'est le paradoxe tragique de l'anxiété d'attachement. En cherchant à retenir, on repousse. En cherchant à comprendre à tout prix, on alimente le silence. Alors, que fait-on concrètement? Parce que j'entends déjà la question, et elle est légitime. Première chose, nommez ce que vous ressentez avec précision. Pas je souffre, pas c'est horrible. Soyez précise. Je ressens de la honte parce que je me dis que je n'ai pas valu une explication. Je ressens de la colère parce que ce silence me prive d'une clôture. Je ressens de la tristesse parce que quelque chose que j'aimais est terminé sans cérémonie. La précision émotionnelle, c'est le début du traitement cognitif. Quand vous nommez précisément ce que vous ressentez, vous activez le cortex préfrontal, la zone rationnelle de votre cerveau, et vous désactivez partiellement l'amygdale, ce petit chef d'orchestre de la panique émotionnelle. Deuxième chose, séparez les faits des interprétations. Fait, il ne répond pas. Interprétation, il ne répond pas parce que je ne valais pas mieux. Ce sont deux phrases radicalement différentes. L'une est vérifiable, l'autre est une construction mentale. Traitez-les différemment. Troisième chose, et celle-ci va vous paraître contre-intuitive, accordez-vous un temps de deuil structuré, pas un deuil sans fin, un deuil avec des contours. Dans certaines thérapies, on utilise ce qu'on appelle le temps de rumination autorisé, 15 ou 20 minutes par jour à heure fixe, où vous avez le droit de penser à cette personne, de ressentir tout ce que vous ressentez, d'écrire, si ça aide. En dehors de ces 20 minutes, quand la pensée revient, vous la renvoyez poliment. On se verra à 18. Ce n'est pas de la répression, c'est de la régulation. La nuance est importante. Voici une question que je vous pose souvent en cabinet et que je vous pose maintenant à vous devant votre écran. Qu'est-ce que ce silence a révélé sur ce que vous attendez d'une relation? Pas sur l'autre, sur vous. Parce que parfois, le silence de quelqu'un est une occasion inattendue de cartographier vos propres besoins. Vous avez besoin de communication claire, vous avez besoin de clôture, vous avez besoin qu'on vous explique les choses. Très bien. Ce sont des besoins légitimes, adultes, sains. La question est, étiez-vous dans une relation où ces besoins étaient reconnus et respectés, même partiellement? Je demande ça sans jugement, vraiment. Parce que l'une des choses les plus douloureuses que j'observe en clinique, c'est la quantité de souffrance que des femmes intelligentes, lucides, capables, acceptent d'endurer au nom de l'amour. Et souvent, elles le savent, quelque part elles le savaient depuis le début, il y avait des signaux, des petits silences avant le grand, des moments où elles avaient minimisé leurs besoins pour ne pas faire peur, pour ne pas être trop. Être trop. Cette expression me fait régulièrement sortir de mes gonds, dans le bon sens. Être trop, quoi? Trop vivante? Trop présente? Trop demandeuse de respect? Non. La vérité, c'est que vous n'étiez pas trop. Vous étiez trop pour eux. C'est pas la même chose. Un petit détour scientifique, parce que j'aime contextualiser les émotions dans leur réalité biologique. Une étude publiée dans le Journal of Neurophysiology a montré que le rejet social active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Pas métaphoriquement, littéralement. L'insular cortex et le cortex singulaire antérieur des zones impliquées dans la douleur physique s'activent quand on vit une rupture ou un rejet. Donc quand vous dites « c'est douloureux », c'est vrai au sens neurologique du terme. Votre cerveau souffre comme si vous aviez une blessure physique. Ce que j'en tire comme implication pratique, traitez votre deuil relationnel avec la même sérieux que vous traiteriez une convalescence. Vous ne reprendriez pas la course à pied le lendemain d'une fracture. Ne vous attendez pas à tourner la page en une semaine après une relation significative. Le temps de récupération est réel et il varie d'une personne à l'autre. Ce qui accélère le processus,
La recherche le montre clairement. Le soutien social, l'expression des émotions, écrire, parler, créer le mouvement physique et paradoxalement donner du sens à ce qu'on a vécu, pas dans le sens trouver un bénéfice à la souffrance, cette injonction à la positivité forcée m'agace profondément, mais dans le sens comprendre ce que cette expérience m'a appris sur moi et sur ce que je veux. Reprenons clair. 2 mois après notre première séance, quelque chose d'intéressant s'est produit. L'homme qui lui avait fait vivre ce silence avait finalement repris contact, brièvement, pour prendre des nouvelles, comme s'il n'avait rien fait, comme si 2 mois de silence étaient un détail d'agenda. Sa première réaction avait été la joie, puis l'espoir, puis, et ça, je veux que vous y soyez attentive, une pensée claire. Attends, c'est quoi exactement ce message? Est-ce que ça change quelque chose? Ce moment de lucidité n'était pas anodin. C'était le résultat d'un travail sur elle-même. Elle avait appris à regarder les comportements, pas seulement les mots. Et les comportements de cet homme lui disaient quelque chose de précis. Il revenait quand ça l'arrangeait, il disparaissait quand c'était plus confortable. Elle m'a appelé le soir même. Christophe, je crois que je ne veux pas répondre. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit parce que je ne veux plus d'une relation où je dois attendre de savoir si j'existe. Voilà, en une phrase, elle avait tout compris, et cette phrase-là, je vous la donne, vous ne devriez jamais être dans une relation où vous devez attendre de savoir si vous existez pour l'autre. Parlons maintenant de quelque chose qu'on évite souvent dans les conversations sur le silence, la réciprocité. Parce que jusqu'ici, j'ai parlé de vous comme de celle qui reçoit le silence. Mais je veux vous poser une question inconfortable. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de vous taire, de disparaître, de laisser quelqu'un dans l'attente? Pas pour vous culpabiliser, pour rééquilibrer la perspective. Parfois, on a choisi le silence parce qu'on n'avait pas le courage de la conversation difficile. Parfois, parce qu'on avait été blessé et qu'on ne savait pas comment le dire. Parfois, tout simplement parce qu'on ne savait pas quoi dire. La complexité du silence est humaine, des deux côtés, et ce regard symétrique, regarder sa propre capacité à fuir autant que sa vulnérabilité face à la fuite de l'autre, est un acte de maturité émotionnelle précieux. Il n'excuse rien, mais il humanise tout. Voici un exercice que je donne régulièrement en thérapie et que vous pouvez faire dès ce soir avec un stylo et un carnet ou même sur votre téléphone, si c'est ce qui vous convient. Prenez le silence que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu. Écrivez en haut de la page « Ce silence me dit » et complétez la phrase. Ne réfléchissez pas trop. Écrivez ce qui vient. Vous aurez probablement des choses comme tu ne comptais pas, tu es trop, tu ne mérites pas mieux. Maintenant, en dessous, écrivez ce silence révèle de cette personne que et complétez à nouveau. Elle n'a pas les ressources pour la communication directe. Elle fuit l'intimité. Elle préfère l'évitement au courage. Comparez les deux. Sentez la différence. Dans la première réponse, vous êtes le problème. Dans la deuxième, le comportement de l'autre est le sujet. Ce simple déplacement de perspective peut faire une différence considérable. C'est ce qu'on appelle en TCC la restructuration cognitive. On ne change pas la situation, on change le cadre dans lequel on la regarde, et ce nouveau cadre permet des réponses émotionnelles différentes. Maintenant, j'ai envie d'aborder la question de ce qu'on fait après le silence, après la compréhension, après le travail sur soi. Que se passe-t-il? Pour beaucoup de femmes que j'accompagne, la peur est la suivante. Si je comprends, si je guéris, si je lâche prise, est-ce que ça veut dire que ce qu'on a vécu ne valait rien? C'est une peur touchante et complètement infondée. Guérir ne signifie pas effacer. Avancer ne signifie pas trahir. La mémoire affective ne disparaît pas parce qu'on choisit de ne plus souffrir. L'amour qu'on a éprouvé était réel.
Le moment qu'on a partagé existait. Ces choses-là ont leur propre valeur indépendamment de la façon dont la relation s'est terminée. Un dîner délicieux ne perd pas son goût parce que le restaurant a fermé depuis. Ce que le travail thérapeutique vise, ce n'est pas l'amnésie, c'est l'intégration. Pouvoir dire oui, c'était important, oui, c'est terminé, et j'ai encore une vie entière devant moi qui n'est pas définie par ce qui n'a pas fonctionné. Je voudrais maintenant parler du cas particulier du silence après une longue relation, parce que ce que j'ai décrit jusqu'ici peut s'appliquer à des relations de quelques mois, mais la dynamique est différente quand on parle de 10, 15, 20 ans ensemble. Quand quelqu'un avec qui on a construit une vie commence à se taire sur ses désirs, sur ses insatisfactions, sur ce qui ne va plus, ce silence-là a une profondeur particulière. J'ai une patiente, Martine, 60 ans, mariée depuis 32 ans. Son mari ne lui parlait plus vraiment depuis des années, pas d'une rupture, juste d'une extinction progressive du dialogue. Elle s'était demandé pendant longtemps si c'était elle qui avait changé, si elle était devenue moins intéressante, si la routine l'avait rendue invisible. Ce qu'on a découvert ensemble au fil des séances, c'est que son mari avait développé sa propre forme d'évitement, peut être pour masquer une insatisfaction qu'il n'avait jamais su formuler, peut être simplement par paresse relationnelle, par habitude d'une existence côte à côte plutôt que face à face. Et Martine, de son côté, avait organisé sa vie autour de ce silence. Elle avait rempli l'espace avec ses enfants, son travail, ses amis. Elle avait créé un monde parallèle à l'intérieur du mariage. Le silence de longue durée dans une relation est particulièrement insidieux parce qu'il s'installe progressivement, on s'y adapte et cette adaptation peut passer pour de la sagesse, de la maturité, de l'acceptation, alors qu'en réalité c'est souvent une forme de résignation confortable. Ce qui m'a frappé chez Martine, c'est ce qu'elle m'a dit lors de notre 5e séance. Je crois que j'avais arrêté de parler aussi. Je lui demandais ce qu'il voulait dîner, pas ce qu'il ressentait, parce que j'avais peur de la réponse. Le silence était devenu symétrique, et tous les deux, ils avaient construit un mur, brique par brique, chacun de leur côté. Voici quelque chose d'essentiel sur la communication dans les couples que j'aime répéter parce que c'est d'une évidence déconcertante et d'une rareté pratique absolue. Dire ce qu'on ressent avant que ça devienne une rancune. La rancune, c'est une émotion non exprimée qui a fermenté. Elle commence comme une déception, elle évolue en ressentiment, elle finit en mur, et ce mur, une fois construit, est difficile à démolir parce qu'il est fait de toutes les choses qu'on n'a pas dites. Si vous êtes dans une relation et que vous remarquez que le dialogue se raréfie, posez une question simple, une seule. Comment tu vas vraiment? Pas t'as passé une bonne journée. Vraiment. Et attendez la réponse. Avec curiosité, non avec peur. Cette conversation peut être inconfortable. Elle peut révéler des choses que vous n'aviez pas envie de savoir. Mais je vous promets ceci. L'inconfort d'une vérité dite vaut mieux que l'anesthésie d'une coexistence silencieuse. Laissez-moi revenir sur quelque chose que j'ai mentionné en passant et qui mérite d'être développé, la clôture. En anglais, on utilise le mot closure. Ce besoin de clôture après une relation, comprendre ce qui s'est passé, entendre les mots de l'autre, obtenir une explication est absolument humain. Et dans les situations de silence, il est souvent impossible à satisfaire par l'extérieur. Ce que j'observe cliniquement, c'est que les personnes qui guérissent le mieux d'un silence brutal ne sont pas celles qui obtiennent les explications de l'autre. Ce sont celles qui arrivent à se construire leur propre clôture interne. Comment? En se demandant non pas pourquoi l'autre a fait ça, mais qu'est-ce que je veux retenir de cette relation et qu'est-ce que je veux emmener avec moi dans la prochaine étape de ma vie. Ce déplacement de l'explication externe vers le sens interne est l'un des plus puissants que je connaisse en termes de récupération émotionnelle.
Parce que les explications de l'autre, même quand elles arrivent, sont rarement celles dont vous avez besoin. Elles arrivent chargées des propres rationalisations de l'autre, de ses propres défenses, de sa propre version de l'histoire. Vous ne trouverez pas votre vérité dans leur bouche. Vous la trouverez dans la vôtre. Il y a une métaphore que j'utilise souvent avec mes patients et je vais la partager avec vous. Imaginez que votre capacité à aimer est une maison, une belle maison. Certaines personnes entrent dans cette maison, se servent de tout ce qu'elle contient, la chaleur, la générosité, l'attention, et repartent en laissant des portes ouvertes, des courants d'air, un désordre. La question n'est pas de fermer définitivement la porte à quiconque. La question est de décider qui a la clé. Et la clé, vous ne la donnez pas à la première personne qui frappe avec enthousiasme. Vous la donnez à quelqu'un qui a montré dans le temps qu'il sait prendre soin de ce qu'on lui confie. Le silence de quelqu'un qui t'a aimé est parfois la réponse à cette question. Pas la réponse qu'on espérait, mais une réponse quand même. Je veux aborder brièvement quelque chose que beaucoup hésitent à formuler, la colère, après un silence, après l'incompréhension, la tristesse, la culpabilité, la colère arrive, et elle est bienvenue. La colère est une émotion saine quand elle est proportionnée et dirigée correctement. Elle dit mes besoins n'ont pas été respectés. Elle dit ce comportement était inacceptable. Elle dit je méritais mieux. Ce que je mets en garde contre, c'est la colère qu'on dirige vers l'intérieur contre soi-même ou la colère qu'on nourrit au point qu'elle devient une identité. Tous les hommes sont comme ça. Personne ne vaut vraiment quoi que ce soit. Ces généralisations sont compréhensibles. Elles sont aussi des prisons. La colère bien orientée pousse à agir. Elle pose des limites. Elle dit non à l'inacceptable. Elle ouvre la porte suivante. La colère mal orientée vous retient au seuil de la porte précédente. Un autre patient me vient en tête. Appelons-la Isabelle. 58 ans, veuve depuis 3 ans, qui avait entamé une relation avec un homme rencontré en ligne. Les débuts avaient été intenses et prometteurs, puis les messages s'étaient espacés, puis le silence total, sans explication. Ce qui rendait la situation particulièrement complexe pour Isabelle, c'est qu'elle vivait déjà le silence permanent de l'absence, celui de son mari décédé. Le nouveau silence venait s'ajouter à un deuil non terminé, et les deux se confondaient dans sa souffrance. Ce qu'on a travaillé ensemble, c'est la capacité à distinguer ces deux douleurs. L'une était liée à une perte irréversible, l'autre à un choix délibéré de quelqu'un de vivant. Ces deux expériences méritent des espaces distincts. Les mélanger, c'est risquer de rendre la guérison impossible, parce qu'on ne sait plus exactement de quoi on guérit. Isabelle avait besoin d'abord d'honorer le deuil de son mari, pour pouvoir ensuite traiter la déception de cette nouvelle relation séparément. 2 couches de souffrance, 2 travaux distincts, mais tous les deux accessibles. Voici ce que 30 ans de pratique clinique m'ont appris sur l'amour sain, et je veux le formuler clairement parce que c'est peut être la chose la plus utile que vous entendrez aujourd'hui. L'amour sain ne se mesure pas à l'intensité du sentiment. On peut aimer intensément de manière très malsaine, la jalousie obsessionnelle est intense, l'anxiété d'attachement est intense, la dépendance affective est intense. L'intensité n'est pas un critère de qualité. L'amour sain se mesure à la sécurité qu'il génère, au fait que vous pouvez exprimer vos besoins sans craindre d'être abandonné, au fait que vous pouvez ne pas être d'accord sans que la relation explose, au fait que vous pouvez être vous-même entièrement sans vous rogner les ailes et que l'autre reste. Un amour sain ne vous demande pas de vous faire plus petite. Il ne vous demande pas de surveiller vos mots, de calculer vos appels, de vous demander si vous êtes trop. Un amour sain est un espace où vous vous développez, pas un espace où vous vous réduisez.
Si le silence que vous avez vécu ou que vous vivez s'inscrit dans un schéma où vous avez régulièrement senti que vous marchiez sur des œufs, que vous adaptiez votre personnalité pour plaire, que vous minimisiez vos besoins pour maintenir la paix. Alors ce silence n'est pas la cause du problème, il est le symptôme d'un problème plus profond dans la dynamique relationnelle. Quelques mots sur la solitude, parce qu'elle est souvent au cœur de la peur qui nourrit la tolérance aux relations dysfonctionnelles. Beaucoup de femmes, et je le dis sans jugement, avec toute la compréhension que m'ont donné des années de travail clinique, restent dans des dynamiques douloureuses parce qu'elles ont peur de la solitude. Peur d'avoir trop attendu, peur de ne plus trouver, peur que la compagnie imparfaite soit préférable à l'absence de compagnie. Je comprends cette peur, elle est humaine, enracinée dans notre biologie sociale. Nous sommes des animaux sociaux au sens biologique. L'isolement est une menace réelle pour notre bien-être. Mais voici ce que je veux vous dire. La solitude choisie, la solitude habitée avec conscience, avec dignité, avec curiosité envers soi-même, est fondamentalement différente de la solitude subie. Et surtout, une relation vide, faite de silence et d'absence, est une solitude bien pire que la solitude réelle, parce qu'elle vient avec le sentiment de n'avoir pas su mériter mieux. Mieux vaut une belle solitude qu'une mauvaise compagnie. Je sais que ça a l'air d'un cliché, mais comme beaucoup de clichés, il y a une vérité clinique derrière. Laissez-moi vous proposer un dernier exercice avant que nous arrivions à la fin de ce voyage ensemble. Appelez ça une expérience de pensée. Imaginez une version de vous, dans 10 ans, qui a traversé cette période difficile, elle a fait le travail sur elle-même, sur ses croyances, sur sa façon d'aimer, elle a renoncé aux relations qui l'épuisaient, elle a appris à reconnaître les comportements sains des comportements toxiques, elle vit avec une certaine paix intérieure, même si la vie n'est pas parfaite, même si elle est parfois seule, même si tout n'est pas résolu. Qu'est-ce que cette version de vous, dans 10 ans, vous dirait aujourd'hui? Que feriez-vous différemment si vous saviez déjà que vous allez vous en sortir? Cette question n'est pas rhétorique, c'est un outil. Répondez-y vraiment, écrivez la réponse. Et puis lisez-la comme si c'était une lettre d'une amie très sage qui vous connaît mieux que quiconque, parce que cette version future de vous n'est pas une illusion, elle est une possibilité réelle. Et les décisions que vous prenez aujourd'hui, comment vous traitez ce silence, ce que vous en faites, ce que vous en apprenez, vont construire ce futur ou l'empêcher. Nous approchons de la fin et je veux revenir là où nous avons commencé, le silence de quelqu'un qui vous a aimé. Ce silence-là, qu'est-ce qu'il signifie vraiment? Il signifie plusieurs choses à la fois et c'est pour ça qu'il est si difficile à porter. Il signifie être que cette personne n'avait pas les ressources pour faire mieux, peut être qu'elle avait peur de ce qu'elle ressentait, peut être qu'elle était elle-même prisonnière de ses propres blessures d'attachement, peut être qu'elle a choisi le chemin du moindre effort relationnel parce que personne ne lui avait jamais appris qu'il y en avait un autre. Mais surtout, et c'est la chose la plus importante que je veux que vous emportiez aujourd'hui, ce silence ne dit rien de définitif sur votre valeur. Il ne dit rien sur ce que vous méritez. Il ne dit rien sur votre capacité à aimer, à être aimé, à construire quelque chose de beau avec quelqu'un. Ce silence est un chapitre, pas le livre entier. Et vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous qui avez eu le courage de rester avec une vérité parfois inconfortable, vous avez déjà quelque chose d'essentiel. La volonté de comprendre, la volonté de grandir. Et ça, personne ne peut vous le prendre. Votre défi pour cette semaine, c'est celui-ci. Prenez un moment, 20 minutes suffisent, et écrivez ce que le silence que vous avez vécu vous a appris, pas sur l'autre, sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous refuserez désormais, sur ce que vous choisissez d'apporter dans la prochaine relation, quelle qu'elle soit. C'est pas un exercice de bilan amer, c'est un acte de clarté. Et la clarté, dans ma pratique, est la chose la plus transformatrice qui soit. Si cette vidéo vous a touché, fait réfléchir,